Marc Laverne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur émérite au CNRS, directeur de recherche, spécialiste des pays du Golfe, mais aussi de la Corne de l'Afrique d'ailleurs. Mais là, c'est sur les pays du Golfe aujourd'hui que notre entretien va se porter. Et tout particulièrement après la déclassification du dossier de la CIA concernant le meurtre de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite, pardon, à Istanbul. Ce dossier met en cause, incrimine directement le prince héritier Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, qui aurait potentiellement, possiblement commandité et l'enlèvement et le meurtre, ce qui pose évidemment aujourd'hui des questions très fortes en termes de diplomatie internationale. On sait que Joe Biden a poussé pour que ce dossier puisse être rendu public, contrairement à son prédécesseur Donald Trump, très proche de Mohammed Ben Salman, qui a tout fait pour le garder clos. On attend, en tout cas du côté des démocrates, on attend que Joe Biden sanctionne le prince héritier. Quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les conséquences, on va dire, pas immédiates, mais possibles dans les jours, dans les semaines à venir, concernant précisément les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite? Oui, alors d'abord, ce meurtre, cet assassinat prémédité, organisé, on se doutait bien que le prince héritier Mohammed Ben Salman y avait une part, une part essentielle, que c'était le commanditaire de cet assassinat, qui contrevenait à certaines règles diplomatiques internationales bien établies, etc. Donc il n'y a pas vraiment de surprise sur le fait que le prince MBS, compte tenu de sa personnalité, qu'on connaît bien, qui est une personnalité tout à fait autoritaire, et puis aussi qui se moque un peu de tout ce qui peut être convention internationale. On se souvient que le président Macron, par exemple, est allé libérer le Premier ministre Saad Hariri, qui était bloqué à Riyad et qui était contraint à la démission parce qu'il ne voulait pas se soumettre à la volonté du prince héritier. Donc cette décision de Joe Biden et de son équipe, elle était en quelque sorte attendue. Je crois que les démocrates n'ont jamais fait mystère, malgré leur attachement à Israël, de leur volonté de déconnecter un peu les États-Unis de leur responsabilité dans le Golfe. D'ailleurs, oui, alors MBS, comme vous venez de le dire, a une personnalité quand même très très forte, qui a un petit peu, qui ne fait cure des relations internationales. Dans le même temps, il a mené une politique assez subtile, notamment avec sa vision 2030, pour faire plaisir un petit peu on va dire, à l'Occident. Mais aujourd'hui, face à un tel constat, on attend quand même des sanctions de la part de Joe Biden et de son administration. Moi, il me semble que l'objectif de Joe Biden et des démocrates, c'est aussi de planter un dernier clou dans le cercueil de Trump. C'est-à-dire que le complexe militaro-industriel américain, qui est sans doute dominé par les républicains, a beaucoup bénéficié de cette relation privilégiée avec l'Arabie saoudite. Et qu'il ne faut pas oublier cette dimension américano-américaine dans la manœuvre que les démocrates sont en train d'opérer. Parce qu'on parle de dizaines de milliards de dollars quand même, avec tous ces ventes d'armes qui étaient prévues à l'Arabie saoudite. Et ça, dans le cadre un petit peu de ce qui est l'accord de Quincy en 1945 entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud. C'est-à-dire, on vous protège et vous nous donnez le pétrole. Or, aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus besoin de pétrole. Donc je crois que ça permet aux démocrates, ça facilite leur effort de se distancier vis-à-vis non seulement de ce prince, mais aussi de ce pays, et d'essayer d'avoir une vision un peu plus globale de la région, de la péninsule, dans la perspective d'un rapprochement peut-être avec l'Iran, qui leur semble nécessaire, même si ce n'est pas avec enthousiasme qu'ils veulent entreprendre cette démarche. Voilà, donc il me semble que en Arabie saoudite, l'équipe de Biden et les États-Unis ont des alliés puissants dans la famille royale, dans l'entourage du prince MBS, ou bien parmi ceux qui ont eu à subir aussi le caractère
assez déterminée d'MBS. Alors quand vous parlez de la vision NEOM, moi je me souviens, j'étais à Dubaï et je parlais à l'époque avec quelqu'un qui avait été dans la salle où le prince avait fait cette conférence de presse, il y a maintenant 2-3 ans, je pense, pour annoncer le projet NEOM et dans sa vision 2030. Et que tous les présents, des diplomates, des hommes d'affaires, etc., étaient consternés de voir le prince annoncer froidement qu'un projet qui allait coûter 500 milliards de dollars, alors que la vraie question aujourd'hui pour l'Arabie, c'est de trouver de l'argent, c'est pas d'en dépenser. Et le Chinois était le seul à applaudir à tout rompre, hein, dans la mesure où il se disait sans doute, très bien, on va lui prêter tout l'argent qu'il veut, et puis quand il ne pourra pas rembourser, eh ben, on prendra le pétrole. Voilà. Alors j'en étais resté sur cette idée. Depuis le départ, ça a été, et je me suis exprimé là-dessus, hein, cette idée de vision 2030 et de projet NEOM, de cité artificielle au fond du désert, hein, une région que j'ai connue il y a plus de 40 ans maintenant, et où il n'y a vraiment que quelques bédouins avec leurs chameaux. Mais je pense que d'ailleurs, c'est un endroit isolé qui a été choisi volontairement par MBS, au lieu de s'appuyer sur la bourgeoisie des vieilles villes marchandes de la périphérie du royaume, comme Jeddah, la Mecque ou ailleurs, d'autres grandes villes, où il y a des gens qui ont des compétences. Là, il s'agit de faire une ville hors sol, une ville avec une sorte de Silicon Valley au bord de la mer Rouge, avec évidemment des savants, des techniciens, des ingénieurs étrangers, importés, qui pourraient boire de l'alcool, dont les épouses pourraient se baigner en bikini sur les plages. Tout ça est une vision qui ne m'a pas, moi non plus, séduit, parce que connaissant l'Arabie depuis assez longtemps, je sais qu'il y a un potentiel en Arabie, comme dans tous les pays de la région, un potentiel humain de compétences. Il y a toute une jeunesse qui est au chômage, qui n'a pas, elle, l'éducation qui lui permettrait de travailler efficacement, de saoudiser les emplois et de développer un projet endogène. Justement, cette politique intérieure aujourd'hui qu'MBS donc a du mal à développer, ou en tout cas de manière un peu, enfin complètement même mégalomaniaque, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, comment dire, princes, d'autres personnels politiques saoudiens qui seraient beaucoup plus capables d'amener les réponses sociales là qui sont urgentes, donc l'emploi notamment, pour l'Arabie saoudite? Est-ce que donc le fait qu'il soit aujourd'hui mis en difficulté par malgré tout cette affaire qui va traîner, qui va laisser quand même des traces encore plus fortes, parce qu'à cause de ce dossier, on l'a bien vu, on a vu que RSF en Allemagne avait déposé une plainte pour crime contre l'humanité. Biden voulait, le premier geste de Biden en termes de relations internationales, c'est d'avoir appelé le père, hein, donc d'avoir appelé le roi Salman. C'est la première fois quand même depuis un certain temps que le roi Salman a été, comment dire, enfin, on l'appelle lui et non pas son fils, qui avait pris le dessus. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce que il y a pas est-ce que le MBS n'est pas décrédibilisé, tout simplement? Et est-ce que pour mener cette politique dont vous parliez, ces besoins urgents, il ne faudra pas aller, comment dire, chercher à l'intérieur d'un royaume où il y a d'autres talents et peut-être des personnes plus compétentes que MBS pour mener ce genre de politique? Ah ben, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de gens, ceux dont MBS a fait les poches quand il les avait séquestrés dans des hôtels de Riyad et il leur a fait payer. Et il veut recommencer l'opération d'ailleurs, hein. Chacun quelques dizaines de millions, centaines de millions de dollars pour remplir les caisses du royaume qui étaient vides. Donc ces gens-là ne sont pas devenus pour la plupart, ou pour une bonne partie d'entre eux, milliardaires simplement parce que leurs parents étaient riches et prospères ou parce qu'il y avait du pétrole. Quand vous pensez à Walid Ben Talal, quand vous pensez à des personnages de cette ampleur, et même Adnan Khashoggi autrefois, qui était un marchand d'armes, qui était le plus grand milliardaire d'Arabie Saoudite à l'époque, donc l'Arabie est une terre aussi de marchands, ce qu'on oublie, et pas seulement de bédouins. On a la famille Al Saoud, qui est d'essence d'extraction bédouine, donc des gens qui sont des caravaniers, oui, mais qui circulent à l'intérieur du périmètre de l'Arabie. Mais vous avez toute une catégorie de gens puissants, et on note que M. Zaki Yamani, par exemple, vient de décéder. Il a été longtemps le ministre du pétrole du Royaume d'Arabie, et il tenait
une place importante à l'OPEP, Mmh. hein, dans les réunions de Vienne ou sur la scène internationale, mais il ne faisait pas partie du premier cercle. C'était un serviteur de la dynastie, si vous voulez, et il a été bien récompensé. Il a été un loyal serviteur, mais aujourd'hui, je pense que ce temps est un peu passé et qu'aujourd'hui, il y a des gens, sans doute, qui pourraient se dire que le côté tout à fait, je dirais, imprévisible de cette dynastie et de ce combat entre tous ces milliers de princes qui se chamaillent en fonction de leur position dans un arbre généalogique par rapport à la mère qui les a enfantés, par rapport, etc., eh bien, c'est quelque chose qui ne permet pas de gérer efficacement le royaume. Et je pense qu'MBS est en train de prouver ça. Il a des qualités personnelles certainement qui sont d'être un foudre de guerre, d'être quelqu'un qui se lance à corps perdu dans des aventures comme le Yémen, comme le Qatar, comme cette affaire Neom, et que l'Arabie le paye cher et ne peut plus se le payer aujourd'hui. Donc il est fort probable que ce que vous évoquez, c'est-à-dire des personnalités d'envergure intellectuelle qui ont des réseaux à l'étranger puissent quand même influencer la politique du royaume de plus en plus. Et concernant justement la France qui a misé quand même sur l'Arabie Saoudite depuis Hollande, depuis le président Hollande, est-ce que c'est pas un revers terrible là aussi cette déclassification du dossier qui véritablement donc accuse MBS? On a bien vu que ce soit le président Hollande, que ce soit le président Macron, Jean-Yves Le Drian, etc. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de phrases à l'encontre du prince. Il va bien falloir à un moment ou à un autre quand même que la France aussi se positionne. Comment voyez-vous ça, vous? Vous vous souvenez de l'élection de François Mitterrand? Il a envoyé dès le lendemain M. de Kemoularia directement aller voir le roi à l'époque d'Arabie Saoudite pour lui expliquer que ce n'étaient pas les communistes avec un couteau entre les dents qui étaient arrivés au pouvoir à Paris. Ça veut dire l'importance que l'Arabie Saoudite joue dans la vie politique intérieure française. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite était en mesure de déstabiliser la France. Et on a vu après, effectivement, des évolutions, des choix, selon les présidents, puisque nous sommes aussi une sorte de monarchie en France. Hein. Donc chaque président a ses tendances, ses préférences. Et pour M. Sarkozy, ça a été le Qatar, avec là aussi les errements et les dérives qu'on a pu observer et dont beaucoup de dirigeants français d'aujourd'hui n'ont eu qu'à se féliciter, même d'un point de vue financier. Et donc chaque président, chaque équipe a une vision de la péninsule finalement et épouse des causes qui ne sont pas celles de la France. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Hein. Je crois que c'est tout à fait contre-productif et que la France est sans doute un des seuls pays qui joue les choses d'une manière comme ça, bijective. Je veux dire, c'est soit le Qatar, soit l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui fait fi de la subtilité, je pense, des relations humaines et des relations personnelles entre les dirigeants du Golfe, leurs liens aussi sous-jacents entre les tribus. Par exemple, les gens du Qatar sont originaires d'Arabie et les relations entre les familles sont des relations familiales, justement. Hein, ce ne sont pas des relations qui ont une dimension idéologique tout à fait dominante. Hein. C'est pas, au Qatar, pays que je connais aussi depuis un bon moment, l'islam, c'est pas ce qu'on met en premier en avant. Hein. Faut jamais oublier que, d'abord, le Qatar, c'est la taille d'une ville moyenne de France. Hein. Et encore, hein, un ambassadeur me disait il y a déjà une vingtaine d'années, c'est la ville d'Auxerre. Alors, c'était sa comparaison, la démographie du Qatar. Voilà. Donc, pour vous dire que là, l'idéologie n'a pas tant sa place qu'une compréhension des dynamiques internes de ces sociétés. C'est pareil pour les Émirats arabes unis, pour le Bahreïn qui n'existe plus, qui est une province d'Arabie saoudite. Mais dans tous ces pays, les dirigeants français et aussi les hommes politiques d'une manière plus large, hein, c'est-à-dire où est le Parlement dans toutes ces décisions stratégiques, devrait s'intéresser plus justement à l'évolution de ces sociétés parce qu'elles évoluent très vite et c'est le cas de l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui est à un tournant, MBS ou pas, les problèmes sont là et les solutions il faut les trouver. Marc Lavergne, merci beaucoup. Je vous en prie.